Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour un nouveau fabuleux destin, toujours avec mon binôme, ma complice et amie, Isabelle Didier-Olliel. Bonjour Isabelle. Salut Yalit. Comment vas-tu ? Toujours au top quand je suis là avec toi. Allez, génial. Moi aussi. Alors Isabelle, aujourd'hui, on part à la découverte du fabuleux destin d'un homme qui a enchanté des générations d'adultes et d'enfants à travers le monde depuis 100 ans. On le connaît tous, on le reconnaît immédiatement grâce à sa silhouette, sa démarche, ses aventures, mais on ignore presque tout de l'homme et de sa vie. Allez Isabelle, dis-nous vite, de qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien oui, Galit, aujourd'hui nous allons plonger dans la vie de celui qui a incarné pendant longtemps le cinéma, un génie absolu du 7e art, un homme qui a traversé le XXe siècle et ses drames, qui en a été témoin et acteur, mais celui qui nous a fait surtout beaucoup rire et parfois même pleurer. Alors bien sûr, il s'agit, ça se voit, non ? Charlie Chaplin. Effectivement, Charlie Chaplin, on le voit à ta tenue. Merci à chaque fois de te déguiser. Charlie Chaplin et son personnage principal de Charlot, une histoire passionnante qui commence à la fin du 19e siècle dans les bas-fonds de Londres. Eh oui, alors c'est là que naît Charles Spencer Chaplin, le 16 avril 1889. Il est le deuxième enfant de Anna et de Charles Chaplin Senior. Les deux sont deux artistes du music hall. Sa mère mène une carrière sans grand succès et son père est un chanteur populaire. Mais alors sa mère va, elle, avoir un troisième enfant que Charlie retrouvera 30 ans plus tard. Alors, l'enfance de Chaplin est marquée par la misère et les privations. Il passe ses premières années avec sa mère et son frère Sidney dans un quartier pauvre de Londres. Hormis quelques travaux de couture et de nourrice, Anna Chaplin n'a aucun revenu et le papa, Charles Senior, n'apporte vraiment aucun soutien, il ne sert à rien. Ah oui, la situation financière du foyer est catastrophique et Chaplin est envoyée d'ailleurs dans des orphelinats dès l'âge de 7 ans, car Anna Chaplin est contrainte de se séparer régulièrement de ses enfants et c'est une femme qui va mal, qui va sombrer peu à peu dans la folie. Et en septembre 1898, elle va être admise dans un asile psychiatrique après avoir développé une psychose apparemment provoquée par la malnutrition. C'est fou quand on pense à ça aujourd'hui. Mais surtout par la syphilis. Alors c'est un épisode tragique qui va durer 2 mois, pendant lesquels Charles va être ballotté d'orphelinat en orphelinat. Ce sera malheureusement le début d'une série, jusqu'à ce que Anna soit définitivement internée et Chaplin et son frère Sidney livrés à eux-mêmes. Oui, alors Galit, mais on va revenir quand même un petit peu en avant, en 1894. En arrière, oui, en arrière. En 1894, Chaplin n'a que 5 ans quand il va remplacer sa mère. Sa mère va se faire huer pendant un spectacle et pour un peu la sauver, il va se produire devant le public. Et voilà, ça va commencer comme ça. Alors sa mère, évidemment, lui trouve du talent, elle va lui répéter souvent et il va s'imprégner comme ça de tout ça. Et c'est grâce aux relations de son père qu'il va rentrer dans une troupe de danseurs et puis il va se produire dans des music-halls anglais. Alors on est en 1900, Chaplin travaille dur, la troupe est populaire et le garçon, qui n'a que 11 ans, n'a pas envie de se limiter, lui, à la danse. Il veut devenir comédien, il abandonne l'école à l'âge de 13 ans, il s'inscrit dans une agence artistique de Londres et rapidement, il monte sur scène avec son frère, toujours avec son frère Sidney, qui lui aussi se lance dans une carrière artistique. Ouais, et les années passent et Chaplin donc développe et peaufine son jeu et ses prestations burlesques. Alors la troupe enchaîne les tournées, il devient rapidement la star de cette troupe. Et en 1908, Chaplin a 19 ans quand il rejoint la troupe de Fred Carnot, alors un des plus grands promoteurs du spectacle comique d'Angleterre. Et 4 ans et de nombreuses tournées plus tard, ils partent se produire aux États-Unis. Et les critiques là-bas ne leur font pas de cadeaux, mais tout le monde quand même remarque cet acteur que joue le personnage d'un ivrogne et qui a un potentiel évident, énorme déjà. Alors oui, le public découvre donc un personnage et un jeu qui est tout à fait novateur pour l'époque. Le personnage interprété par Chaplin n'est pas sur scène.
il se produit au milieu comme ça des spectateurs. Vraiment, c'est très novateur, ça s'est jamais fait, c'est la première fois que ça se fait. Il se mêle au public, il interpelle les acteurs, il interpelle le public, il perturbe un peu le spectacle. Ce petit Anglais est tellement drôle qu'il finit par susciter finalement l'intérêt de la presse et des critiques américaines. Et oui, et après cette représentation, eh bien, le très populaire journal Variety écrit Charlie Chaplin est la marque de fabrique, le comédien principal. Chaplin est typiquement anglais, le genre d'acteur que le public américain appréciera. Et quelques semaines plus tard, en tournée à Philadelphie, eh bien, Chaplin reçoit un télégramme d'un cabinet d'avocats new-yorkais qui indique qu'ils sont à la recherche d'un certain Chaffin. Et donc, il doit absolument contacter donc ce cabinet d'avocats, Kessel et Bowman. Alors oui, Chaplin, qui a une tante à New York, est persuadé que c'est une histoire d'héritage. Il en vient presque à espérer que la pauvre tante soit morte. Mais c'est pas du tout ça. Kessel et Bowman viennent d'investir dans une nouvelle compagnie de cinéma, la Keystone, dirigée par un célèbre producteur de l'époque, Mac Sennett. Il a entendu parler de ce petit Charlie Chaplin et il veut l'embaucher. Et oui, alors il lui propose un contrat de $175 par semaine. Énorme. C'était une véritable fortune, évidemment, pour l'époque. C'est 3 fois plus que ce qu'il gagne chez Fred Carnot. Et alors, il ne peut pas refuser. Il négocie donc un contrat d'1 an qui commencera à la fin de la tournée avec la troupe de Fred Carnot. Et c'est en décembre 1913 que Chaplin, la boule au ventre, il doit quitter la troupe et il prend la direction de la Californie. Voilà, et puis il débarque dans les studios de la Keystone où les tournages s'enchaînent et où l'effervescence est permanente. Tout va toujours très très vite. Ils font un film en 2 jours. Chaplin n'a véritablement jamais vu ça. Il est très impressionné et il est même très angoissé et fasciné par tout ça. Ça va très vite, tout le monde court partout. Il ne sait pas comment il va trouver sa place au milieu de tout ce balagan. Et oui, et c'est là que Chaplin fait ses premiers pas au cinéma. Alors, des débuts pas très concluants pour Mac Sennett, le producteur qui ne reconnaît pas l'ivrogne qu'il avait repéré au sein de la troupe Carnot. Alors, Chaplin est censé jouer un jeune journaliste, un peu roublard. Alors, il fait ce qu'il a l'habitude de faire au music hall, mais face aux caméras, ça ne prend pas. Il lui manque un personnage. Et Mac Sennett, là, il se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de ce type. Et un jour, Sennett a besoin d'un figurant et il va lancer un défi à Charlie Chaplin. Il lui demande de se créer un personnage en urgence, en piochant dans le vestiaire des comédiens. Chaplin va essayer plein de vêtements, rien ne lui va vraiment, alors il improvise. Il va prendre un pantalon un peu trop large, une veste un peu trop petite, il va rajouter une moustache pour paraître un peu plus vieux, et puis il pique ce chapeau. Ouais. Un peu rigolo qu'il trouve là-bas dans le vestiaire. Et c'est comme ça qu'il débarque sur le plateau avec sa canne et sa démarche étonnante. Il entre en scène et alors qu'il devait être qu'un figurant, on ne voit que lui. Il joue le rôle d'un clochard, un Trump en anglais, mais avec les gestes et les attitudes et la sensibilité d'un gentleman. Il reprend les attitudes de l'ivrogne, mais qui a fait son succès dans la troupe de Carnot, mais ce nouveau personnage a quelque chose quand même d'inédit, une sorte de poésie naturelle, et c'est là Charlot, que va naître Charlot. Charlot, de Trump en anglais, comme on l'a dit. Alors il existe des images d'un des tout premiers films de Chaplin dans le personnage de Charlot. Un film qui est tourné en improvisation totale, il y a 0 scénario. En extérieur, lors d'un événement, c'est une sorte de course de voitures d'enfants où il y a du public. Chaplin se met au milieu de la piste, les voitures passent autour de lui, il fait des pitreries, la magie va très vite opérer. On voit il existe un film de ça, et on voit très bien le regard du public qui ne regarde plus du tout ce qui se passe à côté, mais qui ne regarde que Charlot, tous les regards sont tournés vers lui. C'est un document exceptionnel, car finalement, on réalise que ce sont les toutes premières personnes au monde à avoir vu le Charlot de Charlie Chaplin. Exactement. Et le 7 février 1914, pour la première fois, Charlot apparaît dans les salles de cinéma. Le succès est immédiat, les tournages s'enchaînent et Chaplin peaufine son jeu d'acteur et son personnage. Et dans ce pays où tout le monde rêve de devenir Rockefeller, lui, il a choisi d'incarner un vagabond sans argent, sans famille et sans passé, presque une victime. Le personnage doit
lutter à chaque instant, il lui faut trouver de quoi se nourrir, il lui faut trouver l'amour, et tout ça dans un monde dur, un monde où les policiers l'empêchent de dormir, un monde où les autres sont plus grands, plus forts et plus riches que lui. Et oui, finalement, c'est le thème universel du David contre Goliath. Et ce qui est touchant, c'est le regard social que Chaplin porte autour de lui. Il est extrêmement lucide, il arrive quand même à en sortir quelque chose, de quelque chose de très dur, il arrive à sortir quelque chose de très drôle et très touchant. Et c'est ça véritablement qui va faire son succès. Et ce vagabond épris d'aventure et de liberté qui aime les femmes et l'alcool bouscule un petit peu les codes établis. On a du mal à le réaliser aujourd'hui, mais le personnage de Charlot, pour l'époque, est extrêmement transgressif. Alors, Isabelle, comment lui est venue l'idée de ce personnage ? Tout simplement en puisant dans ses souvenirs d'enfance, dans l'Angleterre de son enfance. Ces années de misère marquées par l'absence de son père, ivrogne aussi, et pas loin presque d'être aussi un clochard. Et Charlie, lui, se souviendra toujours de leur dernière rencontre. Il avait 12 ans, en avril 1911, à la sortie d'un pub, une bouteille à la main. Il avait été très choqué de voir à quel point son père avait été rongé par l'alcoolisme. Et puis, ça a été lors de cette rencontre pour la première fois que son père l'a pris dans ses bras et l'a embrassé. Et puis 3 semaines plus tard, Chaplin senior s'écroulera dans un pub quelconque du quartier de Kennington, terrassé par une cirrhose du foie. Et oui, la mort de son père donc, a provoqué chez Chaplin une peur terrible des ravages de l'alcool, et il ne boira, lui, jamais. Toutes les attitudes de l'ivrogne, il les puise dans les souvenirs, comme tu le disais, de ce père qu'il voyait tituber. Et il a réussi à transformer ces souvenirs d'une enfance tragique en gags qui ont fait rire le monde entier. Alors, comme si un peu le personnage de Charlot était né pour rendre justice, finalement, à tous les miséreux et tous les opprimés, en témoignant, lui, dans ses films de leur vie. Exactement. Et puis ça marche, Gali, parce qu'en 1917, donc en 3 ans après ses débuts, Chaplin est devenu la star du cinéma la plus en vue d'Hollywood. Il a déjà tourné plus de 60 courts-métrages et changé 2 fois de producteur. Alors, il joue et il réalise ses propres films. Il a même fait venir son frère Sidney pour renégocier ses contrats. Et les deux se partagent naturellement les tâches. Alors, pour Sidney, le business, et pour Charlie, la création artistique. Et ça fonctionne. Sidney, d'ailleurs, est très doué en affaires. Et oui, et en juin 1917, Chaplin est contacté par une grande compagnie new-yorkaise, la First National. Ils veulent lui commander 8 courts-métrages. Alors, Charlie et Sidney décident d'aller à New York pour l'occasion. Et c'est là que Charlie réalise l'étendue de sa popularité. À chaque fois qu'il met un pied dehors, la foule l'acclame, tout le monde parle de lui. Et aux États-Unis, on parle de la Chaplin Hit, la folie Chaplin. Eh oui. Et maintenant qu'il a la notoriété, Chaplin veut l'argent. Lui, il veut devenir riche. L'argent a été chez Chaplin le nerf de la guerre. Au-delà du génie de l'artiste, il y a un homme d'affaires avisé. Et à New York, lors de ce rendez-vous avec la First National, pendant que Sidney négocie, Charlie, lui, joue avec un violon qu'il a ramené avec lui. Alors, il joue très mal, mais il joue du violon. Et Sidney, lui, négocie dans les bureaux. Et puis, il ressort en disant... c'est bon, ils te donnent 500 000 $, mais pas le million de dollars que Chaplin espérait. Et là, Chaplin continue de jouer du violon et il lui dit non, ça sera 1 million de dollars et rien de plus, tu retournes négocier. Sidney retourne négocier, il revient et il lui dit alors c'est bon, 750 000 $ et pas $1 de plus. Alors, Chaplin continue à jouer, mais vraiment, c'est très désagréable. Il faut imaginer. Du violon, c'est terrible. Et puis il lui dit, moi, j'y connais. Dis-leur que moi, je suis un artiste, que je n'y connais rien à faire. Moi, ce que je sais, c'est que je veux 1 million de dollars. Et donc là, Sidney retourne, il revient un quart d'heure plus tard et il lui dit, en criant, Charlie, tu peux lâcher ton violon, tu peux même t'acheter un violoncelle, tu l'as, ton $1 million. Et oui, et avec son $1 million en poche, Charlie est entièrement libre de faire ce qu'il veut à Hollywood. Alors, il commence par faire construire ses propres studios, un studio qui lui ressemble, avec des bureaux et des décors inspirés du Londres de son enfance, car malgré tout, Chaplin aime être anglais et il aime ses racines. Il arrive à faire de ce studio un endroit chaleureux et recrée une famille en travaillant avec des gens qu'il aime. Commence alors une période où
Chaplin va être au sommet de son art et de son pouvoir. Il joue la comédie, il dirige les acteurs, il tourne et monte lui-même ses films. C'est un bourreau de travail, il n'arrête jamais. Ah ouais. Les films de Charlot connaissent un énorme succès populaire, hein, mais on voit aussi apparaître des détracteurs, hein, car pour une certaine Amérique, il reste un étranger, hein, qui a fait fortune, mais qui refuse de prendre la nationalité. Oui, ça c'est important, il refuse la nationalité. Il reste anglais, et ça, c'est très mal vu. Il profite d'un système, hein, dont il passe son temps à se moquer, hein. Il se moque des bourgeois, il se moque des anarchistes, il critique les puissants, il ose toucher à des symboles auxquels personne n'avait osé toucher jusque-là. Bref, Chaplin dérange un peu trop. Et oui, il est transgressif et il va l'être jusqu'au bout. Il dérange même jusqu'à Washington, où un jeune homme va le prendre en grippe et va le harceler jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Alors, ce jeune homme s'appelle John Edgar Hoover, il a 21 ans, il vient d'être engagé au département de la justice pour surveiller les ressortissants étrangers, une tâche que Chaplin vient, lui, de tourner en dérision dans son film L'Immigrant. Hoover ne le supporte pas, il va s'intéresser de près à son cas et même carrément en faire sa cible privilégiée. Hoover n'est pas encore le puissant directeur du FBI, mais il surveille déjà Chaplin et ne tarde pas à découvrir son point faible. Et oui, alors là, on est en 1918. Les nouvelles fortunes du cinéma s'installent sur les hauteurs de Beverly Hills, où ils organisent des fêtes dégadantes. Alors beaucoup d'alcool et de drogue, mais aussi beaucoup de femmes, et de très jeunes femmes, et de sexe aussi. Donc, il y a des jeunes femmes dont le rêve, c'est de devenir actrice. Alors, alors, Chaplin est un membre éminent, hein, de ce qu'on appelle la colonie d'Hollywood. Et si pour lui, il n'y a ni alcool ni drogue, eh bien, il aime les femmes, surtout les très jeunes. Et donc, dans l'une de ses fêtes, il rencontre Mildred Harris. Chaplin tombe sous le charme de cette très jeune femme qui elle rêve de devenir actrice. Oui, Mildred est effectivement très jeune, puisqu'elle n'a que 16 ans. Elle est jolie, mais Chaplin ne la trouve pas très intelligente. Et il va très rapidement perdre tout intérêt pour la jeune Mildred, qui, elle, n'a pas l'intention de laisser filer le meilleur parti d'Hollywood. Et quelques semaines après leur rencontre, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Ah oui, là Chaplin prend peur, hein, parce qu'évidemment, la jeune femme est mineure, donc il va très rapidement l'épouser, mais il s'avère que Mildred n'est pas enceinte, en fait. Il se sent piégé, il ne l'aime pas, hein, il va perdre pendant quelque temps la motivation artistique. Mildred va rapidement tomber enceinte, pour de vrai, hein, cette fois, et pour fuir ce mariage forcé, retrouver un peu le goût, retrouver le goût du cinéma, Chaplin lance en janvier 1918 la United Artists, hein, une nouvelle compagnie de cinéma, avec deux de ses meilleurs amis, le couple d'acteurs Douglas Fairbanks et Mary Pickford, hein, qui sont anglais comme lui, et puis Mark Griffith. Et oui, mais en privé, Chaplin va vivre un drame parce que l'enfant que porte Mildred est atteint d'une malformation et meurt 3 jours après sa naissance. C'est un coup très dur pour Chaplin, qui a seulement 30 ans, est dévasté par l'échec de ce mariage et la perte de cet enfant. Et c'est dans le travail qu'il va puiser l'énergie pour surmonter cette épreuve. Et oui, et seulement 4 jours après la mort de son fils, Chaplin auditionne un jeune garçon qui va tellement l'émouvoir qu'il va l'engager sur le champ. Il s'appelle Jackie Coogan. Et Chaplin disait, à chaque fois que je vois ce garçon, j'ai envie de pleurer. Alors il sait qu'il a trouvé en Jackie Coogan le parfait acteur, celui qui allait lui inspirer ce film merveilleux, hein, Le Kid, et qui sera aussi son premier long métrage. Chaplin met dans ce film les souvenirs de son enfance, et tout ça va réouvrir chez lui les blessures du passé et puis celles de l'abandon. Et oui. Alors à la fin du tournage, sa femme Mildred passe à l'attaque et l'accuse dans la presse d'avoir déserté le domicile conjugal. Les avocats de la jeune femme vont tout faire pour ruiner Chaplin et réclament les bobines du film à peine achevé. Et Chaplin va contre-attaquer. Ah oui, alors pendant des semaines, il traverse les États-Unis, les bobines sous le bras pour échapper aux huissiers. Alors vraiment, un épisode digne d'un film de Chaplin, hein. Il se déguise pour que personne ne le reconnaisse. Il va même aller se cacher dans le désert. Il ne lâche rien et finalement, le divorce est prononcé. Mildred obtient la moitié de ses biens, des biens de Chaplin, mais son film est sauvé et sort enfin au cinéma. Alors on est au début de l'année 1921, hein, c'est un succès phénoménal, critique
dynamique, dithyrambique. Le film est vendu dans 50 pays. C'est sa plus grande réussite. Il arrive à faire rire et pleurer à la fois. Hein. Il mélange le comique et le dramatique. Enfin, c'est un film personnel et c'est un chef-d'œuvre, ce film, Le Kid. Et puis après plus de 10 ans de séparation, Chaplin décide de faire venir sa mère aux États-Unis, mais les retrouvailles s'annoncent un peu compliquées. Il l'installe dans une petite maison au nord d'Hollywood où elle va passer les 8 dernières années de sa vie. Chaplin n'arrive pas vraiment à assumer la folie de cette mère. Il ne lui rend pas souvent visite. Il faut dire qu'elle n'a plus rien de ce qu'il avait comme souvenir de sa mère jeune et belle. C'est devenu une femme obèse, psychotique, qui effectivement est très loin des souvenirs qu'il en a gardés. Et on peut penser, Gali, et les biographes aussi, on en a souvent parlé, qu'il recherchait dans ses conquêtes féminines un peu l'image de cette jeune et belle mère qu'il a connue. Et même la vieillesse de sa mère aussi, il ne supportait pas la vieillesse. Donc, il cherchait toujours des femmes très jeunes. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, 3 ans après son divorce, houleux avec Mildred Harris, Chaplin retombe amoureux d'une adolescente. Ça se passe pendant le tournage du film qui a été une super production cinématographique de l'époque, La Ruée vers l'or. D'ailleurs, j'ai une anecdote en fin d'émission sur ce La film. Ruée vers l'or. Alors, la jeune actrice, c'est Lita Grey, effectivement. Elle tombe enceinte pendant le tournage. Elle n'a que 15 ans. Il faut croire qu'il va chercher les ennuis. Ouais, c'est quand même... Chaplin va devoir à nouveau l'épouser pour éviter la prison. On est à la fin de l'année 1924. Il est amoureux d'elle, mais même s'il est amoureux d'elle, ce mariage, c'est un mariage, encore une fois, pour la forme. Donc, il aura quand même 2 enfants, Chaplin, avec Lita Grey, Charlie Junior et Sidney. Lita a 18 ans quand elle le quitte et demande le divorce. Un divorce encore plus médiatisé et violent que le précédent. Et oui, on dira même que pendant cette bataille, c'est là que les cheveux blancs de Charlie Chaplin sont devenus blancs en une nuit. Et puis arrive la Grande Dépression de 1929. Alors Hollywood et l'industrie du cinéma n'y échappent pas. Les studios ferment les uns après les autres. Chaplin a été plus malin que beaucoup et a mis sa fortune à l'abri. Mais autre chose l'inquiète, plus que la crise, c'est l'arrivée du cinéma parlant. Et tous ses amis, les grandes stars de sa génération, Buster Keaton, Laurel et Hardy, sont tombés dans l'oubli. Chaplin, lui, s'obstine à croire au cinéma muet, mais les films ne marchent plus. C'est la fin d'une époque et le début d'une révolution dans le cinéma. Ouais, et le frère de Charlie, Sidney, plus pragmatique, lui propose de tout arrêter et de prendre le large. Ils ont largement de quoi vivre jusqu'à la fin de leur jour, et l'avenir, après la crise de 29, s'annonce difficile. Mais Charlie refuse. Il a encore des choses à dire. Son frère rentre en Europe et va couler des jours heureux, pendant que lui va affronter la révolution technologique que représente le cinéma parlant. En plus, Chaplin déteste sa voix, et surtout son personnage Charlot, lui, ce qui fait son essence, c'est qu'il ne parle pas, c'est qu'il est muet, il s'exprime avec son corps. Et Chaplin ne cède pas. Il lance la production de son nouveau film et il sera muet. C'est un autre chef-d'œuvre de Chaplin, Les Lumières de la ville, Limelight. Alors, la première a lieu à New York en janvier 1931, en présence de tout Hollywood, mais aussi de son nouvel ami Albert Einstein. Cela faisait quelques années qu'aucun film muet n'était sorti sur les écrans. Et finalement, ce film poétique devient quand même le 3e plus grand succès de l'année. C'est une surprise, les critiques l'encensent. Et enfin, Chaplin fait la une des journaux pour son art. Et oui. Il a 42 ans, il est fatigué, il est lassé et il a envie de quitter la morosité qui règne à Hollywood, cette morosité d'après-crise de 29. Il profite de la promotion de son film en Europe pour partir et n'imagine pas à quel point ce voyage va changer sa vision du monde et donner à son art un nouveau souffle. C'est en star qui débarque en Europe et en Angleterre et qu'il est reçu. Au-delà de la popularité, ça devient vraiment un grand de ce monde. Même Churchill en Angleterre demande à le rencontrer. Mais il réalise aussi, lors de ce voyage, que la dépression et la crise ont largement dépassé les frontières et que les peuples souffrent. Il a déjà conscience du danger du nationalisme.
Et oui, et en mars 1931, eh bien, il arrive en Allemagne où il est pris pour cible. Si la foule lui fait un triomphe, la presse nazie se déchaîne, hein, parce qu'il est l'ami d'Albert Einstein, et donc on le dit juif. Et les nazis ont édité une sorte de dictionnaire qui recense les personnalités juives. Et Chaplin y a sa photo avec une légende qui le qualifie de juif, de petit juif gigotant et répugnant. Chaplin est choqué, mais il décide de laisser planer le doute. Il n'est pas juif, mais il n'a jamais pris la peine de démentir la rumeur. D'abord, il disait quelque chose de très fort. Il disait que démentir reviendrait à faire le jeu des antisémites. Et ouais. Alors, à son retour aux USA, Chaplin pense sans arrêt à tout ce qu'il a vu et à tout ça. Il n'est plus le même, il a 43 ans. Il ne veut plus se contenter de faire rire. Il comprend qu'avec le cinéma, il peut aussi éveiller les consciences. En Europe et aux États-Unis, il a vu les ravages de la Grande Dépression. Et il va s'attaquer au capitalisme dans son film, le dernier qui sera muet. Ça sera Les Temps modernes. On est en 1936, Chaplin remet son costume de Charlot et réalise l'exploit de dénoncer la société de consommation tout en restant et en étant très drôle. Et dans Les Temps modernes, on va voir aussi sa nouvelle compagne, encore une, Paulette Goddard. Elle aussi est jeune, tiens donc. Elle a 21 ans, déjà, elle n'a pas 15 ans. 21 ans, elle est belle et ils ont en commun cette enfance miséreuse et difficile. Chaplin a enfin trouvé l'amour et ça se ressent dans son film, c'est même très émouvant. Ouais, et très vite, Chaplin se met à l'écriture d'un nouveau film très engagé hein, depuis la montée d'Hitler au pouvoir. Certains se moquent hein, d'une certaine ressemblance entre lui et Chaplin, la petite moustache, la même taille et le même âge, à quelques jours près. C'est comme ça que naît ce chef-d'œuvre, Le Dictateur. Et alors qu'à Hollywood, personne ne réagit vraiment au drame hein, qui se joue en Europe, eh bien Chaplin va un peu régler ses comptes hein, avec ce double maléfique. Il s'inspire beaucoup pour créer son personnage de la gestuelle et des mimiques d'Hitler. Et oui, et surtout, il va mettre 2 ans pour écrire un vrai scénario avec des dialogues. Enfin, il s'est résigné à abandonner le cinéma muet. En fait, il voulait pouvoir mettre en scène mettre dans son film des scènes de discours. Et le tournage va commencer en septembre 1939 dans un climat politique très tendu et le début de la guerre en Europe, une guerre dans laquelle les États-Unis, au départ, ne veulent pas rentrer. Et c'est dans ce climat que le film de Chaplin dérange. Et oui, il va subir des pressions politiques et financières, mais il va tenir bon et travailler comme un acharné sur son tournage qui dure 7 mois. Alors, il ne néglige rien, hein. Il est très exigeant, il est conscient de l'enjeu. Et enfin, le 15 octobre 1940, le film est projeté en première mondiale à New York. Et si aujourd'hui, on ne voit que la performance artistique, visionnaire et presque prophétique hein, de Chaplin, à l'époque, le côté politisé et engagé passe mal. Hein. Le film sera quand même nominé 5 fois aux Oscars et on raconte que Hitler a même visionné le film. Oui, alors Chaplin, bien sûr, c'est un film très fort, il n'en ressort pas indemne, il a laissé beaucoup de lui-même et surtout, encore une fois, il y a laissé son couple avec Paulette Goddard. Il divorce en 1942 alors qu'ils ne se voyaient plus déjà depuis des mois, mais cette histoire avec Paulette Goddard l'a changé. Il a vécu une immense histoire d'amour avec elle, mais le travail absorbait entièrement Chaplin et il n'y avait plus de place vraiment pour rien d'autre. Malgré tout, un homme reste un homme. Et 2 ans plus tard, alors qu'il a déjà 54 ans, il fait la connaissance de Oona O'Neill, une jeune comédienne de 17 ans. Oh. Et elle passe ses premiers castings. Alors son entourage est vraiment là très inquiet hein, des conséquences de cette nouvelle histoire avec une très très jeune femme. Là, l'écart est énorme. Mais Oona O'Neill sera vraiment, c'est vrai, son plus grand amour hein, jusqu'à la fin. Ils s'aiment passionnément et le couple se marie quelques mois après leur rencontre. Mais cette histoire qui va durer hein, jusqu'à la fin de sa vie, va être entachée au départ par une affaire de mœurs. Une ancienne petite amie de Chaplin l'accuse encore d'être le père de son enfant. La jeune femme a été déjà arrêtée 2 fois pour harcèlement, mais cette fois, elle va plus loin. Et ce nouveau scandale arrive au moment où il annonce son mariage avec Oona O'Neill. Oui, alors là, ça en est un peu beaucoup ça en fait trop un peu pour le public puritain de cette Amérique des années 40. Le public n'aime pas cette image de vieux dégueulasse, faut le dire, qui aime les trop jeunes filles.
Il épouse justement une jeune femme d'à peine 18 ans quand il en a 54, et le FBI, avec J. Edgar Hoover à sa tête, va instrumentaliser ce dossier de reconnaissance en paternité. Il va y avoir un procès et Chaplin va être déclaré coupable et condamné à verser une pension à cet enfant jusqu'à sa majorité. Ouais, mais le FBI ne s'arrête pas là, hein. Hoover va enchaîner les procédures et littéralement harceler Chaplin avec des accusations plus délirantes les unes que les autres. Il encourt par exemple jusqu'à 23 ans de prison parce qu'il aurait emmené en vacances à New York une de ses anciennes petites amies, parce qu'il existe une loi à cette époque qui interdit de faire voyager une femme à des fins immorales. Donc tout ça contribue à forger une réputation de véritable prédateur sexuel à Charlie Chaplin. Eh oui. D'ailleurs, lui, à l'époque MeToo, je ne sais pas s'il s'en serait sorti, mais bon. Chaplin sera acquitté finalement, mais Hoover ne lâche pas sa proie et avec l'aide d'une presse très conservatrice, il souhaite obtenir sa déportation. C'est terrible aujourd'hui, mais on rappelle donc que Chaplin est anglais, toujours pas américain, et ce symbole à cette époque est terrifiant, le symbole de la déportation. Et à nouveau, Chaplin va s'amuser de la situation en faisant un film, Monsieur Verdoux, une satire sur une sorte de barbe bleue qui tue ces femmes pour hériter de leur argent. Le résultat est catastrophique en termes d'image pour Chaplin, et en plus d'être un échec commercial, ça donne l'occasion au FBI de poursuivre une traque qui durera véritablement jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. On est à la fin des années 40 et on est au tout début donc, de la guerre froide. Et il y a un sénateur américain, le sénateur McCarthy, lance une chasse aux communistes dans le pays et Hoover va chercher, fouiller et trouver l'élément qui lui manquait pour porter le coup fatal à Chaplin. Il retrouve un discours datant de 1942 dans lequel Chaplin soutient vaguement la Russie. Alors à partir de là, Hoover va mettre sur écoute et interroger Chaplin et tout son entourage. Le FBI demande à tout le monde si Chaplin est communiste. Bon, alors, ce qui est totalement ridicule, évidemment, mais peu importe. Le mal est fait. Et être accusé de communisme dans l'Amérique de McCarthy, eh bien, c'est la pire chose que puisse arriver à quelqu'un. Oui, on est en 1950. Charlie n'est plus, aux yeux du public, ce génie du cinéma. Il n'est plus qu'un dangereux communiste, comme tu le disais. Il ne peut plus travailler, il est persona non grata à Hollywood, personne ne vient même plus lui rendre visite. Alors Chaplin se coupe du monde et trouve du réconfort auprès de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Oui, alors surtout de Oona, sa femme. Il disait à ses amis qu'il ne savait pas ce qu'était l'amour jusqu'à ce qu'il la rencontre. Il était très, très amoureux d'elle. Et c'est dans ce contexte qu'il va se lancer dans l'écriture de son dernier chef-d'œuvre, Les Feux de la Rampe. Alors, son film le plus autobiographique, dans lequel il raconte avec mélancolie l'histoire d'un artiste du musical déchu, et dans lequel aussi Chaplin passe en revue tous les grands thèmes qui ont jalonné son enfance et sa vie, donc Londres, l'amour, l'alcoolisme, le musical, tout y est dans ce film. Oui, et en septembre 1952, Chaplin embarque sur le Queen Mary et part pour l'Angleterre avec sa famille et une grande tournée promotionnelle pour la sortie de son film. La première doit avoir lieu à Londres, alors qu'il craignait que les autorités américaines ne le laissent pas partir. Il parvient quand même à quitter les États-Unis, mais Hoover lui a tendu un piège. Le visa de Chaplin pour revenir aux États-Unis lui a été refusé. S'il souhaite rentrer et revenir, il lui faudra refaire toutes les démarches depuis le début. Chaplin, qui se sent paria aux États-Unis, est accueilli triomphalement en Angleterre, où il débarque avec sa femme et ses 4 petits-enfants. Et quand il est interrogé sur cette histoire de visa, il se montre prudent. Il ne veut pas, il ne dit jamais de mal de l'Amérique, mais les services secrets anglais surveillent Chaplin et font des rapports régulièrement au FBI. Alors même si l'accueil populaire est indéniable, il comprend qu'il n'est pas le bienvenu non plus en Angleterre, et c'est là qu'il prend la décision. Il choisit l'exil et il ne retournera pas aux États-Unis. Oui, alors il va parcourir à ce moment-là l'Europe à la recherche d'un foyer pour sa famille. Et c'est en Suisse, au bord du lac Léman, qu'il va trouver un magnifique manoir, le manoir de Ban. On est en 1952. Oona est enceinte de leur 5e enfant et il faut maintenant rapatrier toutes les affaires de la famille. C'est Oona qui va gérer. Elle va devoir, elle aussi, renoncer à l'époque à la nationalité américaine et devenir anglaise comme son mari.
Et ouais, et en 1954, donc, tous les films de Chaplin sont rapatriés à Londres et sa fortune en Suisse. Chaplin a 65 ans, il a définitivement coupé les liens avec le pays qui lui a tout donné, mais qui lui a aussi beaucoup pris. Il commence une nouvelle vie loin d'Hollywood et de l'image de l'homme aux idées politiques dangereuses et aux mœurs douteuses qui lui collent à la peau dans l'Amérique puritaine des années 50. Oui, et au manoir de Ban, la priorité, c'est la vie de famille, même si Chaplin organise de très grandes fêtes avec ses amis de passage, les stars d'Hollywood et de toute l'Europe. Et même s'il ressent beaucoup de rancœur envers Hollywood et les États-Unis, il profite enfin de la vie et il se sent libre. Et la famille Chaplin, effectivement, s'agrandit. Oona et Charlie ont eu 8 enfants. Ouais. L'impératif qu'est Chaplin se remet au travail et en 1957, il va sortir le film Le Roi à New York, un roi à New York, véritable brûlot anti-américain. Hein. Et en plus d'être un échec, la principale conséquence de ce film, c'est que le FBI va demander à la Suisse de mettre Chaplin sous écoute, puis ça va durer jusqu'à la fin de sa vie. Oui, alors Chaplin continue à travailler, hein, tu l'as dit, il écrit beaucoup, des scénarios, de la musique, surtout pour ses films. Il est toujours très exigeant, même avec ses enfants. Il trouve que la vie, bien sûr, est trop facile pour eux, hein, par rapport à son enfance à lui. Et alors même s'il laisse de la place, hein, à une certaine fantaisie dans ce manoir, il est très strict. Et puis, ils vont grandir, les années vont passer, les enfants vont partir loin de ce père à la personnalité certainement trop imposante. Eh oui, alors les années passent plutôt paisiblement hein, au manoir de Ban. Et au début des années 70, les grands classiques de Chaplin ressortent au cinéma. Chaplin est invité dans le monde entier pour recevoir de nombreux prix. C'est enfin la reconnaissance de ce génie visionnaire du cinéma et ça l'a rendu très fier. Il a été invité à Londres pour être anobli par la reine et il est devenu Sir Charles Chaplin, ce qui représentait pour lui, pour ce petit garçon hein, des bas-fonds de la ville. Enfin, c'était énorme. Alors, mais oui, et en 1972 arrive un courrier inattendu, une invitation pour recevoir un nouveau prix, un Oscar d'honneur à Hollywood. Après 20 ans d'exil, Hollywood demande enfin pardon à Charlie Chaplin. Il a 82 ans, il est fatigué. Hein. Il hésite un instant à y aller, à accepter, mais Oona insiste, car elle sait que cette reconnaissance hollywoodienne, Chaplin en a envie, il en a besoin. Et le 10 avril 1972, il débarque à Los Angeles et comme à ses débuts, il se promène dans les rues avec curiosité et anxiété. Il s'arrête devant ses anciens studios et constate avec étonnement que rien n'a changé, que le bâtiment est même devenu un musée et que tous ses anciens collègues et employés l'attendent à l'intérieur. Oui, alors c'est au-dessus de ses forces, il est submergé par l'émotion, il éclate en sanglots dans sa voiture, il n'arrive pas à sortir et il demande à son chauffeur de démarrer et de partir. Il fera aussi un crochet par l'avenue des Stars, Hollywood Boulevard, où quelques jours plus tôt a été placée là pour fêter son retour l'étoile à son nom. Mais derrière tous les sourires et toutes les retrouvailles, Chaplin est finalement trop vieux, il est un peu perdu. Oui, le soir même, lors de la cérémonie, au moment de lui donner cet Oscar d'honneur, toute la salle se lève. Hein, il y a une standing ovation qui va durer de très longues minutes. Alors tout le monde pleure et a conscience de vivre un moment d'exception. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup d'émotions. Alors Chaplin fera un court discours de remerciement, mais immédiatement après, il dira à Oona, sa femme, qu'il veut rentrer chez eux en Suisse. Et oui, c'est devenu la Suisse, sa maison. Ouais. Et en 1973, un an plus tard, un réalisateur américain va lui consacrer donc un documentaire et va venir au manoir de Ban pour rencontrer Charlie Chaplin. Mais il a 84 ans, il perd légèrement la mémoire. Et Hollywood, le succès, les déboires, il a tout oublié, sauf son enfance. Terrible. Eh oui, Chaplin est juste devenu un vieil homme. Hein. Il disait, en vieillissant, on veut vivre intensément, on gagne une sorte de dignité triste. Et pour un comique, c'est la mort. Il arrive le soir de Noël 1977. Oona a réuni toute la famille et a vu les choses en grand. Chaplin est particulièrement fatigué et n'arrive plus à tenir toute une soirée. Elle le raccompagne dans sa chambre et là, il va s'endormir pour ne jamais se réveiller. Voilà, Charlie Chaplin meurt dans son sommeil dans la nuit de Noël. Et oui, alors quelle histoire, quel personnage, quel homme. Il a su surmonter
tout finalement. L'adversité, il a su raconter le monde et ses souffrances avec humour, avec poésie et même avec de l'ironie quand il le fallait. Ben voilà, finalement, il est mort, mais il restera voilà, toujours vivant à travers ce personnage immortel et indémodable de Charlot. Tout le monde connaît Charlot. De Trump. Voilà, de Trump. Alors, tu avais une anecdote que tu voulais nous raconter. Je voulais terminer avec une citation. Il disait « La vie peut être formidable si on n'a pas peur. Tout ce qu'il faut, c'est du courage et de l'imagination. » Et un peu de fric. Et il a raison. Eh oui, il a raison. Alors moi, j'ai trois petites anecdotes, Galit, parce que j'ai trouvé ça sympathique. Alors, on a parlé de La ruée vers l'or, son film. On connaît tous cette scène culte où il mange sa chaussure. Bien sûr. On connaît bien cette scène-là. Où il la coupe comme ça. Où il la coupe, il mange la chaussure. Alors, évidemment, la chaussure n'est pas une vraie chaussure, elle est faite en réglisse, en fait. Et il a eu beaucoup de mal à tourner cette scène. Elle a duré 3 jours. 63 prises. Donc, imagine, 63 fois, il a dû manger du réglisse. Et ben, il a été à l'hôpital parce qu'il a fait une crise insulinique de sucre. Donc là, c'était l'anecdote. Il a une autre. Alors, imagine-toi qu'il s'est présenté à un concours de sosie. Un concours de sosie, donc il fallait... de son propre sosie. De sosie de Charlot. On cherche le sosie de Charlot, il se présente. Eh bien, il a perdu. Il n'a pas gagné. On ne sait pas de quelle place il a eu, mais en tout cas, il n'a pas gagné son propre... d'être sa propre voilà. Et puis, une autre anecdote, eh bien, tu te rends compte que sa dépouille a été volée. Eh oui, des kidnappeurs ont volé sa dépouille et ont demandé une rançon à la famille. Avant qu'il soit enterré ? Quand il était enterré, ils ont déterré son corps et ils ont demandé une rançon à la famille. La famille n'a pas du tout cédé, ils n'ont pas voulu. Donc finalement, à la fin de l'histoire, les kidnappeurs ont été retrouvés, la dépouille aussi. D'ailleurs, à partir de là, ils ont barricadé son caveau. Et puis voilà, quoi. J'avais envie de dire que tant qu'à kidnapper quelqu'un, vaut mieux qu'il soit vivant. Oui, parce donc que voilà, sinon, ça ne vaut pas grand-chose. En tout cas, quel homme, quel personnage, quelle vie. Vraiment, c'est parti du caniveau pour arriver au summum et toujours dans l'adversité. Il a dû à chaque fois affronter encore et encore des épreuves. Ouais. Et finalement, il a laissé un héritage extraordinaire. Moi, je sais pas, j'ai montré les films de Charlot à mes enfants. Je trouvais que c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que les films muets, on a du mal à se replonger dedans. Non, mais le dictateur, c'est exceptionnel. Le dictateur, c'était franchement tellement visionnaire. Oui. Voilà, encore un destin, encore un personnage. Merci Isabelle, merci à très bientôt. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV avec Isabelle sur ces fabuleux destins qu'on prend énormément de plaisir à vous livrer. À très bientôt pour un nouveau fabuleux destin et toujours avec Isabelle. Bye bye. Bye bye.